Avec nous Nicolas Hambleton, donc c'est bonjour. Donc c'est un nom français Nicolas et Hambleton c'est un nom anglais. D'origine anglaise. Donc je pense que ton père était anglais, c'est ça? Mon père est français, mais les grands-parents des grands-parents sont anglais. Avec le nom anglais? Ah d'accord, c'est pour ça qu'il est anglais. Côté paternel. Donc j'ai rencontré Nicolas par hasard à un meet-up de technologie WordPress, ça, high-tech. Et puis il a été gentil d'accepter de venir faire l'interview. Donc tu étais, je crois, le seul français là-bas. Je pense que... ouais, en tout cas, tu es les deux seuls français. Moi, j'étais la caméra. Et toi, tu étais de passage, ce qui a été un miracle. C'est pour ça que pour faire ce programme, c'est assez difficile parce que pour trouver des Français, c'est déjà des fois 1 sur 100 ou 1 sur 200. Alors, en fait, dans tous les États-Unis, il y a 300 000 Français. Donc, il y a 300 millions d'habitants. Donc, c'est exactement 0,01%. D'accord. Ah, donc ça fait pas beaucoup de Français. Oui, on est vraiment la minorité. Mais dans l'entreprise qui hébergeait l'événement, il y a un Français. Ah bah ça c'est un miracle, ok. Non, c'est quand même bien. Non, en fait, la population d'ingénieurs est très élevée. Ah. Parce qu'ils viennent ici pour travailler surtout. Et donc, tout ce qui est, disons, main-d'œuvre qualifiée est accepté aux États-Unis dès que tu sais rien faire. C'est ça, ils ont besoin donc, je ne sais pas si tu as visité la Silicon Valley. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir la Silicon Valley, mais... Il y a pas mal d'ingénieurs français. Ouais, j'en ai rencontré déjà un petit peu. Hier, j'étais à un autre meet-up à propos d'Android. Ah oui. Et il y avait pas mal de Français, effectivement. Certaines personnes posaient des questions et j'entendais l'accent très français. C'est vrai? Ouais, c'était assez rigolo. Donc oui, si tu vas dans les high-tech, les grandes high-tech compagnies, donc les Français sont, disons, dans la partie ingénieur, etc. Donc ce dont tu fais partie, tu es, je pense, ingénieur français. Logiciel. Logiciel. Ok, donc tu as commencé ta carrière sûrement en France, donc. Mais en fait, je l'ai commencé au Vietnam. Ah bon? Juste après tes études, tu es allé au Vietnam? Juste après mes études, j'ai fait mon stage au Vietnam. Ah oui? Mon stage de fin d'études au Vietnam. Dans une compagnie vietnamienne? Dans une entreprise française. Ah oui, qui était au Vietnam? Qui était au Vietnam, grâce à laquelle j'ai pu faire mon stage et qui m'a embauché à la suite. C'est extraordinaire. Ouais, donc l'histoire est un petit peu mouvementée, mais donc je suis resté chez eux quelques mois. Oui. Et ils t'ont donné tout de suite un visa? Ils m'ont donné, les visas étaient assez simples à l'époque au Vietnam. D'accord. C'est ça. Et puis ensuite j'ai travaillé pour un groupe de bijouterie, toujours dans le logiciel, où je m'occupais de 2 usines de bijouterie et je m'occupais de leur logiciel, de m'assurer que tous les logiciels marchaient bien. Ah oui, que l'usine tournait. Ça me fait rappeler de la personne qui travaille avec Google, Françoise. Elle a aussi travaillé à vendre d'abord des bijoux. perles. Ah d'accord. Aux États-Unis ou... Non, dans un autre pays, mais je ne me rappelle plus où. Mais en fait, après là, elle s'est lancée, puis finalement, elle est VP de Google. Elle a développé sa carrière dans la vente. Ouais. Sympa, comme quoi les perles, ça peut... Oui, on ne sait jamais. La vente, c'est de se vendre soi-même. Ça peut être des logiciels. Donc toi, tu n'étais pas dans la vente, par contre, tu étais dans le logiciel. J'étais dans la vente quand je faisais des petits boulots en France. J'ai beaucoup vendu des petits flacons de parfums égyptiens ou des papyrus dans les Caraïbes. J'ai habité un petit peu dans les Caraïbes aussi, Guadeloupe et Martinique. Et tu as vendu des parfums? Des papyrus ou des petites flacons, des petites fioles de parfums égyptiennes d'époque des pharaons. C'était assez rigolo. Ce qu'il y a de bien, c'est que de vendre des softwares, c'est très lucratif parce que le prix d'un software est très élevé. Donc les gens qui travaillent en software dans la vente gagnent beaucoup plus, par exemple, que le directeur de marketing ou le software engineer, parce qu'il y a la commission est très élevée. Donc la vente est aussi un très bon skill d'avoir si tu sais vendre. Et aussi, en fait, tu n'es pas du tout timide d'ailleurs. Tu m'as tout de suite parlé et tu es très, disons, tu n'as pas peur de parler aux gens. Non, je suis un peu timide, mais j'essaie de le cacher. Ah oui? J'essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. D'accord, donc, mais tu es quand même ouvert à oui, je partager suis ouvert. J'aime bien rencontrer des gens, c'est pour ça que je voyage beaucoup. Tu es social, oui.
Et donc, si je comprends bien, tu es très jeune, tu as moins de 30 ans et tu as déjà démarré une boîte. Il y a 2 ans. Ok. Donc, comment as-tu eu l'idée de démarrer cette boîte? Mais ça faisait 4 ans que je travaillais, donc 3 ans et demi que je travaillais pour le groupe de bijoux. Oui. Donc après avoir été le logiciel, le directeur général m'a demandé de m'occuper d'une des usines. Donc j'ai été directeur d'usine au Vietnam. Donc c'est un peu, ça paraît surréaliste, mais au Vietnam c'est possible. J'avais une très bonne relation avec le directeur général qui m'a fait confiance, suffisamment confiance pour me donner l'usine. Ah oui. Voilà. Donc c'était très intéressant. Et je suis resté 2 ans là-bas à cette position et puis je suis parti. Oui. Parce que le groupe pour lequel je travaillais n'était pas en très grande forme. Donc je suis parti et j'étais libre. Et ça faisait déjà quelques années que j'avais envie d'entreprendre quelque chose. Quelqu'un de très entreprenant, j'aime bien créer des choses, et puis j'aime bien être à mon compte aussi. Donc tu as décidé tout de suite. Donc j'ai décidé, je me suis dit c'est l'occasion. Oui, je vais le faire. Et tu es devenu donc un contracteur pour lui? Non, pas du tout. Non, j'ai monté mon entreprise de logiciels Oui. orientée dans les applications mobiles, Oui. les sites web. Avec combien de clients? Tu as démarré à zéro? Démarré à zéro. Ah, donc tu as dû C'était un peu dangereux. Tu as dû faire un peu de business development. Voilà, exactement. J'ai cherché des clients, cherché des pistes. J'avais pas mal de réseaux au Vietnam, ça m'a pas trop servi, paradoxalement. Oui. Donc on a cherché, on était deux fondateurs. J'ai commencé et puis mon fondateurs associé. français? Voilà. Oui. J'ai commencé et puis mon associé m'a rejoint entre temps, Oui. assez rapidement. Et tu as trouvé des clients? on a cherché des clients. Lui, c'était plus. Il est financier de formation, de background. Ah bon. Donc il était plus dans le côté développement. Trouver un peu d'argent pour Voilà, tout à fait. Moi, je me suis occupé de monter la structure, d'organiser, trouver le staff, former, et puis chef technique. Et oui, Je suis d'un background pour technique. trouver des software engineers, c'est ça? Les trouver, les former, les cadrer, et puis une structure. Ouais. Est-ce que c'est facile à en trouver au Vietnam? Non. Justement, c'est ça qui est difficile. C'est tout à fait difficile. Donc tu Et dois non les seulement, importer de France? alors j'ai deux. Alors d'ailleurs l'histoire était assez rigolote parce que j'ai 2 chefs de projet français Oui. qui sont venus ici en stage de fin d'année, de fin d'études de Bac plus 5 Oui. de l'INSA de Lyon, Oui. avec un ancien ami de mon DUT Oui. qui est venu avec ces 2 personnes. Mon ami de DUT est après reparti. Ces 2 personnes-là sont restées et donc travaillent pour moi depuis leur fin de stage. Ça Oui. fait 2 ans. Ils travaillent pour moi depuis le début. Et donc c'était assez rigolo, donc 2 Français. Oui. Et récemment un Malais en gestion de projet. Malaisie, c'est ça? Il passait par. Alors Malaisie, son histoire elle était aussi assez rigolote parce qu'il a étudié en Malaisie et sa femme, il s'est marié il y a 2 mois, sa femme est vietnamienne et elle a étudié en Malaisie. Donc il voulait revenir, donc il m'a contacté, je l'ai rencontré, ça a pris 2-3 mois et je lui ai dit, on a trouvé un accord, il est venu et puis maintenant il travaille Pour toi? C'est super ça. Ouais. Donc tu as démarré ça il y a 1 an? 2 ans. 2 ans. Et en 2 ans, ça bouge? Ça bouge énormément. Il y a un turnover, une rotation de personnel qui est assez forte au Vietnam. D'accord. Je suis quand même assez content parce que l'équipe qui est en place maintenant, on a pas mal recruté ces derniers temps, mais l'équipe qui est en place maintenant est stable depuis au moins 8 mois. C'est qui vient. Ce qui est une belle performance au Est-ce qu'ils Vietnam. sont stables parce que tu les payes un peu mieux? Alors il y a les salaires effectivement qui ont augmenté un petit peu, il y a leurs compétences qui ont aussi augmenté, Oui. mais il y a une ambiance aussi. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui ont une attitude qui est pas adaptée dans un groupe. Donc ces personnes-là, généralement, j'essaie de les écarter. Et on a gardé un noyau assez solide avec une très bonne ambiance, très familiale. D'accord. On est dans un plateau. Donc tu veux créer une ambiance positive. Ouais, tout à fait, et une ambiance de groupe. créative. Tout à fait. Ouais, c'est peut-être difficile dans certains pays de travailler en C'est team. pas facile et puis le Vietnam c'est un peu le nouvel Eldorado. Enfin, Ah oui. les compétences techniques sont très dures à trouver, donc forcément le personnel se vend à prix d'or tout de suite. Donc on a des salaires. J'ai eu du personnel vietnamien qui est très bon
Oui. mais qui venaient me demander des salaires qui n'étaient pas très très loin des salaires qu'on a ici. Enfin, c'est complètement délirant. Parce qu'ils sont rares. Parce qu'ils sont rares. C'est le supply and C'est demand. l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Donc, comme ils sont rares, ils se font payer mieux. Comme ils sont rares, ils ont tout de suite un statut très élevé. Parce qu'on ne peut pas les trouver. Voilà. Je pense que c'est un peu le même problème qu'à la Silicon Valley d'ailleurs. Hein. Le personnel très qualifié est assez rare. Et donc forcément pour une valeur. Oui. Une valeur. Et donc, est-ce que c'est plus économique d'engager par exemple quelqu'un d'Inde où ils ne se font pas autant payer? Alors les Indiens sont quand même très très bons. En software. Ouais, ils sont très bons, très intelligents. C'est vrai que c'est des personnes assez. Et les Chinois et les Indiens, les Chinois se font payer moins que les Américains. Alors les Chinois, les Indiens ont quand même un salaire assez élevé. Hein. Ah bon? Les Indiens ont quand même un salaire assez élevé, inférieur à ce qu'on trouve en Europe ou ici. D'accord. Les Chinois, c'est encore en dessous. Qu'est-ce qui est plus économique pour ta boîte? Les Vietnamiens. Ah bon? Ouais, les Vietnamiens aussi. Les Vietnamiens sont quand même. Le niveau de salaire est quand même relativement bas. Le niveau de compétence n'est pas encore tout à fait à un niveau. Parce qu'ils ont étudié où? Le système éducatif est quand même assez récent. Enfin, pas récent, mais c'est vrai que le système éducatif très poussé est quand même assez récent au Vietnam. Il faut les former. Donc 90% de mon staff, tout ce qu'ils ont appris, ils l'ont appris dans l'entreprise. Non pas qu'ils avaient aucune compétence avant, mais tout ce qu'ils ont appris, c'était beaucoup trop technique. Enfin, les méthodes d'enseignement sont. Ouais, c'est ça, ou alors trop technique et inutilisable parce que trop non, théorique. Mais c'est possible qu'avant qu'une technologie ou qu'une langue software passe d'un pays à l'autre, ça prend quelques années. Des fois. Ça prend quelques années. Et puis c'est vrai que le Vietnam, bon, c'est quand même un pays qui s'est réouvert il n'y a pas très longtemps. Donc le système éducatif suit aussi. Finalement, quand tu fais de la programmation pour mobile, c'est quel langage qui est utilisé? Mais ça dépend. Pour Apple, c'est de l'Objective-C, donc c'est entre le C et le C++. Oui. Pour Bada, l'OS de Samsung, c'est les téléphones comme les Samsung Wave par exemple. C'est du C++. Ah oui. C'est encore un autre langage. Nokia, c'est aussi du C++. D'accord, Ils c'est ont un peu tendance beaucoup de C. Le C, c'est un langage très performant, donc c'est vrai que c'est un langage qui est assez utilisé dans tout le monde. privilégié. Donc c'est ce langage Android, qui est c'est du Java. Ah, c'est du Java. C'est du Java, donc c'est encore très différent. BlackBerry, c'est aussi du Java. Et tu les comprends un peu les deux? Le Java et le C++? Je les connais tous, le C++, le Java, l'Objective-C. Je les connais tous. Mais je supervise tous les projets, donc il faut que j'apprenne. Les deux. J'apprenne, tout à fait. À l'école, moi j'ai appris le C++ et le Java. Et puis petit à petit, j'ai appris l'Objective-C, le JavaScript aussi, parce que Nokia a tendance à se déplacer vers le JavaScript. D'accord. Donc un langage plus orienté web. Donc c'est à peu près les mêmes langues qu'on utiliserait pour programmer un ordinateur. Ouais. Objective-C, tu peux faire des applications iPhone, mais aussi Mac. OS. Okay, tu peux aussi faire des applications Windows, mais c'est un Donc il n'y a pas de langue spécifique à un mobile? Pas vraiment. Théoriquement non. Oui. Après, bon, de toute façon, tout ce que tu feras en Android, tu feras toujours soit de l'Android, soit du Java, soit du web, que tu encapsules dans une application Java. À ce moment-là, c'est portable entre toutes les plateformes, mais chaque plateforme a sa spécificité, donc de toute façon, tu passes toujours un petit peu de temps à te battre avec les plateformes. Donc, pour répondre à ta question, il n'y a rien qui soit parfaitement transversal. Mais d'ailleurs, à la Silicon Valley, c'est un petit peu le Graal ces derniers temps. Il y a beaucoup d'entreprises, même Adobe vient de racheter une entreprise qui s'appelle PhoneGap, qui fait une suite logicielle, un middleware, qui permet justement de lancer une application web dans toutes les plateformes. Donc ils essayent de pousser à fond mobile ou aussi computer, pas encore computer, mais je pense que ça va pas tarder. Dans tous les cas, tous les mobiles. PhoneGap. PhoneGap, ok. Ça a l'air intéressant. Et donc moi, typiquement, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu attends qu'un client ait un besoin ou est-ce que tu leur proposes une solution à leurs besoins? Souvent, les clients n'ont pas de background technique. Donc tu leur proposes une solution. Ils voient l'objet, mais ils ne voient pas ce qu'ils peuvent en faire.
comment ça peut être positif pour leur business à eux. Donc c'est toi qui Donc dois c'est faire la démonstration. donc c'est moi qui vais démarrer l'étincelle et qui va leur dire si vous faites ça, vous